Ok, alors bienvenue dans ce 19e épisode de podcast. Je suis encore une fois accompagné de ce beau jeune homme qu'on appelle La Cuillère. Je ne le présente plus. Bonjour. Il est dans toutes les cuisines de France. Mais aujourd'hui, il est avec nous. Il est parti du tiroir pour nous rejoindre dans ce podcast. Donc, tu as intérêt à l'écouter pleinement. Et je suis évidemment accompagné du seul, de l'unique, Monsieur Pump, qui grâce à lui, les marchés crypto vont vers le haut. Donc Exactement. Vous pouvez le remercier, vous pouvez lui envoyer tout ce que vous voulez, des photos, des dédicaces. Il sera heureux de vous les signer. Et merci les gars d'être là encore aujourd'hui. Et je voulais commencer ce podcast avec une question très simple, parce que dans le dernier podcast, si tu ne l'as pas regardé, va le regarder tout de suite, on a disserté et philosophé sur la question quand est-ce qu'on est heureux, comment on peut être heureux. Et je sais que être heureux, ça intéresse beaucoup de monde, mais au final, ce qui intéresse beaucoup de monde, c'est gagner de l'argent. Même si c'est complètement débile, parce que au final, tu auras de l'argent, mais tu sauras toujours pas comment être heureux. Et pour une petite anecdote, moi, j'ai commencé par être heureux et après par gagner de l'argent. Et du coup, une fois que j'avais beaucoup d'argent, je savais déjà comment être heureux, donc j'avais plus ce problème. Mais sinon, au final, quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu as un peu moins de temps pour te concentrer sur comment être heureux. Et si tu as moins de temps pour te concentrer sur comment être heureux, tu peux mettre un moment à l'être. Donc, la question que je vais poser aujourd'hui, les gars, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on est riche? Est-ce que vous avez une idée du moment où on peut dire, voilà, je suis riche? Quand est-ce qu'on est riche? Parce que moi, j'ai une réponse bien précise sur ça et ça va t'intéresser comme réponse. Alors, si tu nous dis que c'est à partir du moment où tu n'as plus besoin de payer tes amendes, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Quand est-ce qu'on est riche? C'est une question à laquelle je ne pense pas pouvoir répondre. Ouais. Malheureusement, parce que... si aujourd'hui, tu voulais être riche, à quoi ça ressemblerait pour toi? Est-ce que ça ressemblerait... À quel niveau tu te dirais je suis riche? Ouais, est-ce que ça ressemblerait à une nouvelle voiture? Est-ce que ça ressemblerait à un grand appartement? Est-ce que ça ressemblerait à des vêtements? À quoi ça ressemblerait pour toi être riche? Mon île? Ton île. Non, okay, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a toujours cet attrait pour l'argent chez tout le monde, mais je pense qu'on est tous déjà, attention, citation philosophique, tous riches de cœur. Riches de cœur, il y a ça aussi comme délire. C'est très important. Mais là, on va parler seulement financier. Mais on va parler parce seulement que forcément, financier. c'est différent sinon. Financier, pour moi, c'est à partir du moment où tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Et quand est-ce qu'on est libre de faire ce qu'on a envie de faire? Mais alors, quand est-ce qu'on est en libre? Est-ce qu'on parle en termes d'argent ou est-ce qu'on parle en termes de pourcentage d'argent? À toi de voir. Et ça, c'est une question. Mais pour toi, que ce serait quoi? À toi, aujourd'hui, au niveau financier. C'est une question qui est très difficile à répondre parce que c'est un monde que je ne connais pas. Okay. Encore. Ok. Mais donc je pourrais pas avoir cette réponse à cette question. J'espère que le Nostradapump va pouvoir répondre. Bon, déjà moi j'ai l'impression que toutes les fois où je pensais être, c'est pas ça, c'est que à chaque palier, j'ai l'impression que c'est là où je suis riche. Ouais, c'est vrai. Il y a des années, 2000, dans la petite ville de La Rochelle, quand je faisais 2500 €, 2200 €, j'étais pas riche, mais j'ai fait un bon mois là. Ouais. J'étais dans ma tête, c'était cool quoi. Quand j'avais vendu 4000 € et que j'avais fait exceptionnellement un coup de 4000 €, j'étais en mode j'ai fait rentrer 4000 €, c'est fou quoi. Ouais, et c'est en fait par histoire de palier psychologique. Je pense que la richesse purement financière ou matérielle, elle est pour moi quand tu n'as plus besoin de compter l'achat du quotidien, les achats du quotidien, c'est-à-dire je compte plus du tout les courses, je compte plus du tout les petits achats du quotidien. Quand tu te poses plus la question des prix des billets d'avion, quand tu te poses plus la question pour faire plaisir à quelqu'un de proche de toi, voilà. Je pense que ça, c'est un bon seuil pour savoir psychologiquement comment tu es riche. Après, si on est sur un truc un peu plus global, quand est-ce qu'on est riche? Franchement, il y a plein de gens qui vont se sentir riches de plein de choses, même si la finance est importante, la richesse du cœur, la richesse des amis, la richesse du temps, il y a énormément de richesses. Je dirais, pour résumer, et en étant un peu plus profond, quand on a vaincu la peur de ne pas avoir assez. Ouais. La plupart des gens, ils peuvent gagner 100 000, mais si au fond d'eux, ils ont toujours la peur, j'aurais peut-être pas assez pour ça, ou il va me manquer, parce que c'est une peur fondamentale. J'ai peur de ne pas avoir assez, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai peur de... À ce moment-là, quand on vainc, entre guillemets, cette crainte, peu importe ce qu'on gagne, ou peu importe ce qu'on est, ou peu importe où on est dans une certaine abondance intérieure. Voilà. Et donc ça ne dépend pas ni
du matériel, ni des autres, juste de soi. Après maintenant, purement financièrement, bah oui, c'est quand on réfléchit plus trop à ses dépenses, pour le quotidien je parle, bah pour moi c'est déjà un bon niveau de richesse. Pas dire qu'on est forcément millionnaire, mais c'est-à-dire que voilà, on est bien pour moi. Ok. Et Eh pour ben, toi moi j'ai bonne réponse. Je trouve que c'est les bonnes réponses que vous avez données tous les deux, mais je vais aller un peu plus dans le dur parce que c'est peut-être ce que les gens ils ont envie d'entendre. Et par contre, ta remarque sur ne pas vaincre la peur de ne pas manquer. Et ça c'est un truc intéressant parce que je vais répondre du coup à la question que je me pose à moi-même. Comment vaincre la peur de ne pas manquer? Et je pense que ça passe par création de richesse, création de flux monétaires passifs qui vont venir au fur et à mesure. Et moi, j'ai un peu une haine, on va dire, une haine et une détestation de tout ce qui est argent passif, parce que c'était ce que je cherchais au début. En fait, j'ai commencé un peu mon voyage de liberté financière, etc. Blablabla. Je partais toujours sur l'objectif, je veux avoir de l'argent passif, je veux avoir de l'argent passif. Je pense que c'est ce qu'ils font les débutants. Ils partent sur cet objectif, je veux avoir de l'argent passif, je veux avoir de l'argent passif. Mais maintenant, je suis parti, au fur et à mesure des seuils et des paliers, je me suis rendu compte que tu n'as pas d'argent passif sans d'abord avoir eu de l'argent actif. Et il faut d'abord avoir gagné ton argent actif, d'abord être capable, d'abord être méritant d'avoir ton argent actif pour ensuite prétendre, essayer d'avoir de l'argent passif. Mais tant que tu ne mérites pas d'avoir de l'argent ne méritera pas d'aller dans ta poche de manière passive. Donc, la crainte de ne plus avoir assez, ça passe par la création de revenus passifs. Et les revenus passifs, ça se crée uniquement quand tu es capable d'avoir créé des revenus actifs. Donc, moi, pour vaincre cette peur de manquer, c'est comme ça que je vais faire. C'est créer plusieurs revenus passifs. Maintenant, j'en ai plusieurs. J'en ai quelques-uns et je vais aller au fur et à mesure avec... j'ai déjà dit mon plan de retraite dans le podcast, si tu as suivi, je pense que c'était le premier ou deuxième épisode, où je disais, ben voilà, je veux avoir suffisamment d'immobilier pour avoir des revenus passifs, même si l'immobilier, c'est pas du tout passif, contrairement à ce que tu penses. Alors, je t'interromps. Est-ce que tu pourrais faire la différence? Parce qu'il y en a peut-être qui savent pas la différence entre les revenus actifs et les revenus passifs. Je pense que ça pourrait être un petit point pour éclaircir un peu le côté. Ben, revenu actif, disons que tu as travaillé et tu reçois le fruit de ton travail. C'est ton temps contre de l'argent. Ce fameux salaire. On peut dire que c'est ton temps contre de l'argent, même si ça peut être... genre par exemple, j'ai fait une vidéo là récemment, ou même pour donner une idée, genre j'ai fait le challenge, enfin un challenge, c'était pas un challenge, mais je suis passé sur mon compte trading, du coup tu as déjà dû voir la vidéo, de 4 000 à 100 000 en 2 jours. Le moment où j'ai pris le trade, le moment où j'ai appuyé, ça m'a pas pris 1 heure. J'ai appuyé, c'était parti. L'analyse, etc., évidemment, ça a pris un peu plus de temps. Mais au final, si j'avais mis 40 000 ou 400 000, ça aurait fait pareil, 1 fois 20. Et là, l'argent actif, il aurait été un peu différent. Donc c'est en même temps le moment, mais je dirais plutôt la charge mentale que tu as utilisée pour arriver à ce revenu et à cette somme engrangée. Et je dirais que c'est plutôt ça le revenu, l'argent actif, c'est à quel point tu as utilisé ton cerveau pour le recevoir, ce truc-là. Donc ça, c'est un truc où une unité de cerveau, il t'a ramené tant d'argent. Donc ça, c'est l'argent actif. Mais après, l'argent passif, c'est tu as fait un truc une fois, tu l'as mis en place. Moi, les revenus passifs que j'ai, c'est les trucs que j'ai mis en place une fois. Ça m'a pris une charge mentale pour le faire à ce moment-là. Mais une fois que c'est mis en place une fois, ensuite, c'est passif et j'ai plus besoin trop de m'y intéresser et ça vient tout seul. Donc l'argent actif, c'est plusieurs fois, j'ai besoin de mettre ma charge mentale, mon unité mentale sur le problème à chaque fois que je veux avoir de l'argent actif. Et la charge passive, c'est j'ai mis mon unité mentale une fois et ça vient au fur et à mesure, etc. Mais en règle générale, même c'est le cas pour tout le monde, si tu mets plus d'unités pour avoir de l'argent actif, ça te rapportera plus. L'argent passif, en règle générale, c'est un peu plus faible. Mais il y en a qui mettent beaucoup de travail en amont pour avoir de l'argent passif et qui mettent un petit peu moins de travail en termes actifs. Donc moi, mon plan de retraite, je te l'ai déjà dit sur un podcast, c'est d'avoir suffisamment en immobilier pour que je puisse couvrir mes dépenses mensuelles avec ça, juste avec l'immobilier. Donc ça représente à peu près entre 20 et 25 000 par mois, juste avec l'immobilier. Donc ça, c'est mon plan de retraite, c'est mon plan pour avoir vaincu cette crainte de ne pas manquer. Et pour répondre à la question, quand est-ce qu'on est riche? Moi, j'ai fait plusieurs paliers. Je dirais que la première fois que tu gagnes comme ça 1 500 € dans le mois, et que tu n'as jamais gagné d'argent, tu gagnes 1 500 €, c'est un SMIC. Moi, c'était comme ça que je comptais avant. Exactement. Je comptais en SMIC. Le SMIC.
Et oui, une fois que tu as tout le gagné monde, hein. ton SMIC dans le mois et que tu as travaillé pour gagner ton SMIC dans le mois, mais que tu n'as pas été donné tes mains et tes jambes, là, à ce moment-là, c'est un premier palier de richesse. Deuxième palier de richesse, je pense que ça a été, moi, quand j'ai touché 3 000 euros par mois. Là, je me suis dit, OK, là maintenant, c'est autant que mon salaire de pharmacien. C'est pas mal, tu vois. C'est vraiment, c'est un bon truc, quoi. J'ai travaillé et je gagne autant que pharmacien alors que j'ai fait toutes mes études. Donc ça a été le deuxième palier. Troisième palier où je me suis senti riche, c'était 10 000 euros par mois. Là, je me suis vraiment dit, genre, tu vois, je suis un bowler maintenant. Je suis riche, tu vois, 10 000 euros par mois, je fais vraiment un truc de dingue. Et ensuite, je dirais 30 000, ça a été un super palier aussi. Parce qu'à partir de 30 000, t'es vraiment libre. Je dirais que 30 000 par mois, t'es libre. T'es pas libre, t'es libre de faire tout ce que tu veux dans le mois. Sans commencer à faire des débilités, à t'acheter une Lamborghini. Tu peux t'acheter une Lamborghini facile avec 30 000 euros par mois, mais sans commencer à faire des débilités comme ça, juste en vivant normalement. T'es largement libre avec 30 000 euros par mois et t'en auras un petit peu de côté. Mais tu peux pas, genre, vraiment mettre de côté. Tu peux pas regarder l'avenir en te disant c'est bon, c'est tranquille. 30 000 euros par mois, t'es bien, tous les mois, t'es tranquille, mais tu peux pas regarder l'avenir en disant c'est bon, maintenant, je suis 7, tu vois. La vie est terminée, j'ai réussi. J'ai fini le jeu. Voilà, j'ai fini le jeu, j'ai vaincu le boss final. Tu peux pas te dire ça quand t'es à 30 000 euros par mois. Et quand je suis passé au-dessus, 50 000, et au-dessus encore, c'est là où je me suis dit, ok, maintenant, c'est du vrai monnaie, tu vois. Là, c'est du vrai argent. Et ensuite, quand tu dépasses encore et encore, là, maintenant, c'est plus, tu gagnes plus de l'argent pour t'acheter des cafés Starbucks à 8 euros par mois. Tu gagnes de l'argent juste pour arriver à un chiffre dans ta tête et te dire, ben voilà, maintenant, je veux vraiment... Maintenant, je suis dans la cour des grands et je veux montrer que je suis dans la cour des grands. Et je veux dire, genre, ben, vous me laissez entrer dans la cour des grands, tu vois. Moi aussi, je suis un grand, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est plus du tout pour être riche, c'est juste pour continuer et aller de plus en plus haut au fur et à mesure. Donc, ça, c'est le seuil. 1500 SMIC, t'es bien, tu vois, t'es pas riche, mais au moins, t'as réussi, t'as un peu ce qu'on appelle le proof of concept, où tu te dis, ben voilà, ça prouve que je suis capable de faire quelque chose. Ensuite, 3000, là, tu commences vraiment et il faut juste scale, c'est-à-dire faire de plus en plus jusqu'à 10 000. Et ensuite, 30 000. Moi, 30 000, ça a vraiment été un seuil où je suis resté pendant longtemps. 30 000 par mois, je suis resté longtemps. Et ensuite, ben, c'est exponentiel au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, ces seuils? Alors, bon, les derniers, plus d'investissement, plus de... Oui, voilà. Voilà, les derniers, plus d'investissement. Mais les premiers, moi, ça m'intéresse, parce que c'est ceux qui vont toucher le plus de monde. Et qu'est-ce que ça t'a apporté mentalement quand t'es passé de 1005 à 3000 à 10 000, à 30 000, juste ces paliers-là, par rapport à ton entourage, par rapport à ton quotidien, qu'est-ce que tu as fait en moins ou en plus? Dans ma tête, en fait, à ces moments-là, j'étais pas du tout... Je m'en foutais. Tu t'en foutais toujours, je m'en foutais. Je m'en foutais vraiment. Ça, c'est fort. Total. Parce que c'est comme... j'ai un mec avec qui je parlais souvent. Il me disait, ben voilà, j'ai gagné 10 000 ce mois-ci avec le trading, etc. Je lui fais, mais c'est génial, ton premier mois, etc. Avec le trading, il avait un truc de prop firm, etc. Il me fait, m'en fous, tu vois. Genre, c'est rien. C'est pas du tout l'objectif que j'ai. Et c'est pareil, moi, quand j'ai eu ces premiers paliers, 10, 20, 30 000 euros par mois, j'en avais rien à foutre parce que c'était pas du tout, pour moi, c'était pas du tout un objectif d'arriver à ça. Mon objectif était beaucoup plus haut. Et maintenant que je suis arrivé à mes objectifs qui étaient beaucoup plus hauts, mais j'en ai d'autres des objectifs qui sont beaucoup plus hauts. Mais je m'arrêterai un jour ou l'autre parce que je me dirais, au bout d'un moment, en fait, tu as plus de problèmes que de succès. Et quand tu finis par gagner vraiment beaucoup tous les mois, là, tu commences à avoir des problèmes supplémentaires et tu n'as pas envie d'avoir ces problèmes-là. Tu as envie d'avoir... Moi, j'ai envie d'avoir plus de liberté, pas plus d'argent. Donc, c'est là où ça s'arrête. Ouais, bien sûr. C'est plus d'argent, plus de problèmes. Hein. Donc, au bout d'un moment, il y a un seuil comme ça où si tu gagnes plus, là, maintenant, il y a plus de problèmes, il y a plus de charge mentale. Et moi, j'ai pas envie d'arriver... En fait, ça m'intéresse pas. À ce moment-là, ça m'intéressera pas du tout d'aller plus loin. Okay. Donc, c'est les seuils de richesse. Et pour te donner un exemple plus terre-à-terre pour toi, je considère que tu es riche à partir du moment où tu vis avec 10% de ce que tu gagnes. Si tu vis avec 10% de ce que tu gagnes, là, tu es riche. Donc ça, c'est mon avis à moi, parce que c'est un peu ce que je ressens aussi. Si tu vis avec 10% de ce que tu gagnes, là, tu te sens vraiment riche. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est la façon de voir. En fait, tu fais chaque mois l'équivalent. Tu peux garder chaque mois l'équivalent d'une année. Presque, ouais. En gros, quoi. Ouais. C'est ça. Okay. Et là, t'es riche. Et ça peut être 1500 par mois, ça peut être 10 000 par mois, ça peut être 30 000 par mois. Mais là, t'es riche. Là, il y a une vraie richesse. Là, il y a une vraie richesse. Et ça touche, que tu sois au Canada ou que tu sois au Rwanda,
ça touche tout le monde. 10% de ce que tu gagnes et 90% de côté. Ça n'a rien changé dans tes activités parce que tu me dis tu t'en fous, mais ça n'a rien changé par rapport à tes activités, tes proches ou même ce que tu pouvais t'offrir. Tu t'es rien acheté, tu t'es pas fait plaisir différemment ou tu t'es pas acheté des trucs que tu pouvais pas avant. Ben, franchement. Non, même pas. Tu sais, ma voiture, c'est une 206cc. Je sais bien. Mais il y a bien un truc, mais je vais te dire. Fait plaisir, non ? Je vais te dire là où je dépense plus, là où je dépensais moins avant et où je dépense plus aujourd'hui. Un supplément sucre au Starbucks. Un supplément sucre au Starbucks. 2 € en plus, monsieur. Non, je mets un point d'honneur par contre à jamais utiliser la carte de fidélité Starbucks parce que je n'utilise pas les cartes de fidélité. C'est un sentiment. Je suis désolé, c'est un sentiment de pauvre d'utiliser les cartes de fidélité. Quand j'étais étudiant et que je gagnais 450 € par mois, à Carrefour, la caissière que je connaissais bien a toujours essayé de me faire voir une carte de fidélité. Je lui dis, j'en aurai jamais de ta carte de fidélité. Et j'ai jamais prise et j'utilise pas de carte de fidélité et j'en utiliserai jamais. Donc, le truc, j'ai toujours ma 206cc. Depuis le premier jour où j'ai eu mon permis, mon papy me l'a acheté, elle a coûté 3 000 €. Et je l'ai encore et je l'utilise et j'en suis très fier et j'en suis très heureux. Quand je vais m'acheter des trucs, ben là, à ce moment-là, genre j'ai dû m'acheter un vélo. Ben, je regarde pas forcément les prix. Avant, les vélos, quand j'étais étudiant, je les achetais à Emmaüs à 50 € et je devais économiser pour avoir ce vélo à 50 €. Maintenant, je suis allé m'acheter un vélo à 1 000 €. C'est le moins cher des bons vélos, mais c'est quand même un vélo à 1 000 €. Mais si tu vas t'acheter un bon vélo, 1 000 €, c'est le bas de gamme. C'est le très bas de gamme. 1 000 €, c'est le bas de gamme. Ah ouais, 1 000 €, un bon vélo, c'est vraiment bas de gamme de chez bas de gamme. Mais là où je dépense, pour le coup, c'est les voyages. Là, c'est pas des voyages où je vais commencer à des trucs de fou, etc. Mais on n'a pas de limite. Tu vois, j'ai fait les 7 continents sur les 12 derniers mois. Ça, c'est ne pas avoir de limite dans les voyages. Donc, j'étais en Antarctique, j'étais en Amérique du Sud, j'étais en Amérique du Nord, j'étais en Afrique, j'étais en Asie, j'étais en Océanie et en Europe, évidemment. Donc, les 7 ou 8 continents, il y en a que 7 des continents. Et là, on va à New York. Là dans 2-3 jours, on va à New York. Et quand on va à New York, on va à New York. Tu vois, déjà, l'immobilier, si tu veux te prendre une nuit d'hôtel là-bas, c'est minimum, là, le Airbnb qu'on a pris, il est à 700 € par nuit, tu vois. Okay. Et il n'y a pas un truc de fou. Mais j'ai dit, ben voilà, moi je veux un bon truc. Donc là, c'est 700 € par nuit. C'est même pas beaucoup, tu vois. Par rapport à ce que je gagne, c'est ridicule. Mais j'ai dit, ben voilà, là, je dépense. Et quand tu te fais plaisir dans les voyages. Voilà, je fais dans les voyages. Quand on doit louer des voitures, je prends pas le premier prix, je prends juste au-dessus. Donc c'est pas non plus, tu vois, des trucs de fou. Mais voilà, c'est pas des trucs de fou, mais plaisir à travers les voyages. Voilà, je fais un confort supplémentaire, quoi. Donc dans les voyages, là, c'est par contre, voilà. Et pourquoi les voyages plus qu'autre chose ? C'est par rapport à l'expérience que ça t'apporte c'est ça. Voilà, c'est parce que le moment, en fait, moi, je vis dans le moment présent. Et le moment présent, il peut être mieux ou moins bien en fonction de l'argent que tu veux utiliser pour dépenser ce moment. L'argent que tu veux dépenser pour vivre ce moment, il peut être mieux ou moins bien. Et comme moi, je vis chaque minute, chaque heure, chaque seconde, si je peux vivre cette seconde un petit peu mieux, avec un peu plus d'argent, en dépensant un peu plus d'argent, je vais le faire. Donc si c'est à New York, au lieu de prendre un 18 mètres carrés comme studio, bah, tu prends un truc qui est un peu plus grand, 54 mètres carrés. J'ai pris le truc avec la plus belle vue sur New York. Donc t'as un truc au 22 ou 25e étage et t'as vue gigantesque sur tout New York avec le World Trade Center, etc. Donc ça, c'est un moment présent. Mais c'est pas difficile de pouvoir profiter de ce moment où tu es sur le canapé et tu regardes la vue, la nuit, de tout New York. Et moi, ça, c'est un truc, la plupart des gens, peut-être, ils en ont rien à foutre. Mais toi, et moi, en tant qu'instant présent, je pense que tu peux pas vivre beaucoup mieux l'instant présent que d'être avec ta copine. Vous êtes dans les bras chacun l'un de l'autre et vous regardez New York comme ça au 25e étage. Ça, je pense que en tant qu'instant présent, c'est bien. Et tu as besoin parfois de dépenser un peu d'argent pour ça. Ok. Intéressant, le fait que tu investisses plus dans les voyages, les expériences en fait. Voilà, c'est les expériences pour toi plus qu'autre chose. Mais pas les expériences genre sauter en parachute ou aller faire du jet ski ou aller prendre des voitures de luxe, des Lamborghini, etc. Pas des expériences comme ça. Juste dans le moment présent, à quel point tu peux apprécier ça et à quel point tu peux partager et apprécier ça en même temps. Et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est dans le partage, du coup, tu voyages pas seul non plus. T'es pas en mode j'ai envie de faire le tour du monde tout seul. C'est un des trucs que j'ai commencé à faire. Si tu vois, tu posais la question et ça, c'est intéressant que tu rebondisses dessus. C'est un des trucs que j'ai commencé à faire aussi. Au fur et à mesure que tu gagnes de l'argent, j'ai commencé à inviter d'autres gens en voyage, des amis. Donc je paye tout aux amis et on paye tout ensemble. Et généralement, ils veulent payer quand même leur truc, mais je leur dis pas et c'est moi qui paye quand même. je leur dis pas comment faire et je leur paye sans
sans leur laisser le choix. Mhm. Donc ça, c'est le genre de choses que maintenant on fait. Parce que quand on part en voyage, généralement, on apporte une amie ou un ami. Et comme ça, c'est moi qui paye. Et c'est encore mieux, tu vois. Instant présent, il est Mais bien encore mieux. sûr. On est entre amis, c'est encore mieux. Mais quand tu veux faire un voyage à New York, ou quand tu veux faire des voyages à Tahiti, ou quand tu veux aller en Amérique aussi, si tu payes pour une personne de plus, ça chiffre... il faut gagner de l'argent, quoi, tu vois. Parce que c'est rapidement 5, 6 ou 7 000 euros en plus par personne. Donc il faut les trouver, ces sous-là. C'est toujours, on en revient à la même chose. On s'épanouit aussi avec les autres. C'est compliqué de peu importe l'argent, peu importe le statut ou autre, de faire pour soi, quoi. Il faut toujours qu'il y ait un lien avec les autres, et c'est ça qui nous épanouit. En tout cas, je pense que c'est une règle universelle. On peut pas. Tu peux pas être tout seul, c'est pas possible. On peut, mais tu peux rester pendant un certain temps. Ouais. Il y a un moment donné où il va falloir qu'il y ait du partage. tu peux pas te faire un beau resto juste pour ton kiff à toi. Tu peux pas te faire un voyage juste pour ton. En fait, tu le fais pour toi, mais tu as besoin de voir dans les yeux des autres et dans le partage que les gens kiffent avec toi, vivent un moment. Enfin voilà, t'as la nécessité de ça. Et moi, je pense que je suis très sensible. Je sais pas si c'est des conneries ou si c'est pas des conneries. Mais je vais te donner un exemple qui est assez intéressant. Les scientifiques aujourd'hui, ils n'ont pas établi, c'est pas des théories conspiration, etc. Mais ils n'ont pas établi que la conscience est provenait du corps, cerveau. Bien sûr. Ils n'ont pas établi que la conscience que chacun en a. Bien sûr. Avec ton cerveau, on est en train de se parler, on comprend, on explique et on réfléchit. Ils n'ont pas établi que ça provenait du cerveau. Donc ils ne savent pas si ça vient, par exemple, des autres sens, du toucher. Ils ne savent pas si ça vient des ondes. Ils ne savent pas si ça vient d'ailleurs. Donc moi, je considère, et pour le coup, je suis ferme believer de ça, que les ondes qu'on a autour de nous, et ça, c'est pas appris à l'école, mais c'est un truc qu'on ressent, qu'on le veuille ou non. C'est pas appris à l'école, mais ça existe Mais depuis des milliers d'années dans des livres. Et puis même, deux choses simples pour être terre à terre, dans un truc aussi profond. Si je me coupe le bras devant toi, tu vas avoir mal. Pas physiquement, mais tu auras mal. Si tu me vois heureux ou joyeux, tu vas te sentir bien. C'est la preuve très concrète qu'il n'y a pas de séparation, même si on a l'illusion d'avoir une séparation, et que tout le monde est plus ou moins sensible aux gens, aux lieux, aux choses, et que la conscience, c'est même une chose plus simple. Quand vous faites un rêve, vous utilisez vos yeux. Personne n'utilise ses yeux. Donc la conscience des choses n'est bien évidemment pas dans le corps. Elle est expérimentable. Si elle n'est peut-être pas prouvable, elle est expérimentable. Vous pouvez le faire, chercher sur Internet, élargir votre seuil de conscience, bien évidemment. Donc ça aussi, c'est une prise de conscience pour le coup, de se dire, je suis intimement lié, que je le veuille pas, aux autres. Et je suis juste une parabole. Je suis juste une parabole qui réceptionne les ondes qui arrivent autour. Ouais, et à travers le corps, voilà. Moi, je faisais un truc quand j'étais petit, je vous jure que c'est vrai. Des fois, je me regardais dans la glace et je me touchais, je me dis, ça, c'est moi, ça. Et tu vois, j'avais cette sensation de dire, ah, ok, c'est moi. Et je buguais sur ça en me disant, ah, c'est ce corps, quoi. Tu vois, et des fois, quand tu dors longtemps ou quand tu es un peu entre deux, il y a ce truc-là, des fois, où tu réémerges dans le corps et tu dis, ah ouais, ok, c'est ça moi. Enfin, moi, ça m'arrive de temps en temps de reconnecter au truc physique, mais bien évidemment qu'on est interreliés, qu'il y a quelque chose de plus large qui nous dépasse. Mais comme pour moi, avec toute forme de vie, même les animaux, c'est pour ça que je suis comme ça. Faire du mal pour moi, faire du mal à un être humain ou faire du bien à un être humain, je vais le recevoir, je vais le ressentir. Moi, je me suis battu beaucoup de fois dans ma vie. J'ai été très bagarreur quand j'étais plus jeune, au moins une quinzaine de fois. Je peux vous assurer, j'ai toujours des bonnes raisons de le faire, bon, même si c'est pas bien de le dire, mais j'ai jamais été celui qui allait chercher l'embrouille. Voilà. Par contre, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai souffert. Je pouvais être autant colérique, vouloir me venger, peu importe. Dans les 24 heures qui ont suivi, j'ai souffert instantanément. J'étais mal. Et à l'inverse, à chaque fois que j'ai donné, j'ai partagé, j'ai fait des choses pour les autres, ça m'a rendu heureux instantanément. Et même une chose simple, même sans faire, parce qu'il y a les actions, mais il y a les pensées. Allez penser dans votre tête à des conneries, à blablater sur des gens, à critiquer des gens dans votre esprit, vous allez être malheureux. À être négatif, entre guillemets, avec les autres, ah ouais, lui, t'as vu ce qu'il a fait, et lui, et elle, alors vous allez être malheureux. Allez dans votre esprit, juste 30 secondes, remercier vos proches, ou quelqu'un, ou vous dire mentalement, je suis vraiment heureux de l'avoir rencontré aujourd'hui. Tiens, ça m'a fait du bien ce qu'il m'a dit.
je suis reconnaissant d'avoir vu cette personne. Tiens, j'ai été acheter mon pain, la boulangère, elle m'a fait rire. Peu importe, soyez dans ça et vous allez être heureux instantanément. Donc que ce soit dans les pensées ou dans les actions, vous dépendez et vous êtes interreliés aux autres. Et donc bien évidemment que aussi dans tous les seuils de richesse, si vous les faites que pour vous, vous ne pourrez pas, à mon avis, être épanoui. Enfin, c'est mon avis personnel et mon expérience personnelle. C'est intéressant parce qu'on parle vachement des sensations, des ondes. Est-ce que vous avez aussi parfois, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous allez savoir si cette personne est plus ou moins bien ou plus ou moins mauvaise. Cette espèce de sixième sens où des fois tu vas voir quelqu'un, tu vas faire « je le sens pas ». Mais juste comme ça, tu as une onde qui va t'arriver dessus. J'étais en couple 3 fois, 3 grandes relations. Les 3 grandes relations, le premier jour, je leur ai dit, je sais que ça va durer. Et je l'ai dit à 3 personnes. Tu as eu le ressenti. Et j'ai ça avec les femmes, et j'ai avec les hommes, différemment. Je sais quand c'est fini. Je sais quand c'est fini en amitié. Je sais quand c'est le dernier jour. D'accord. Je sais quand c'est le dernier jour alors qu'il ne s'est rien passé. Je le ressens. Le reste, après, je pense que tout le monde est sensitif à ça. Mais moi, j'ai cette sensation pour les femmes, si c'est la bonne, et dès le premier jour. Voilà, je le dis dans les 48 heures en général. Alors personne, elle pète les plombs, elle dit qu'est-ce qu'il me raconte. Et pour les amis, je le dis pas, mais je sais quand ça sera plus jamais pareil et que ça sera fini et qu'on va s'éloigner, quoi, très clairement. D'accord. Je le ressens comme ça. Et toi, t'as déjà eu ce genre de sentiment-là? Moi, j'ai très souvent, je me trompe très rarement. Ouais. Sur les gens je pourrais pas l'expliquer. Je pourrais pas l'expliquer, mais je me suis très rarement trompé sur une personne. Ok. C'est à la tête. Le mec arrive ou la fille arrive, non, ça va pas le faire. Oui, ça va le faire. Moi, je leur donne le bénéfice du doute, moi. Je leur donne le bénéfice du doute et en fait, c'est comme ça que je fais un peu avec les amis ou avec les gens que je rencontre, avec qui je dois travailler ou pas. Le mec, il va faire un faux pas dans les 3 premiers mois et je vais tout analyser en fait. Chaque parole, chaque façon de parler, chaque mot qu'il va me dire. Je vais toujours analyser parce qu'il y a des... J'en ai parlé dans un podcast, mais c'est les virus du cerveau. Si un mec il essaie de te mettre un virus de pauvreté à l'intérieur de ton cerveau, tu seras pauvre toute ta vie. Et donc les gens, dans les 3 premiers mois, un faux pas, et genre c'est terminé, je réponds plus aux messages. Plus du tout. Il peut y avoir eu des appels, il peut y avoir eu plein de bons moments à passer. Si le mec il fait un mauvais pas, là il y a eu un mec là, récemment, je vais en parler. Je vais en parler, ça me saoule, mais je vais en parler. Allez, vas-y. C'est un gars, on a beaucoup discuté, on s'est fait des appels, etc. Et je lui ai donné une crypto. Je lui ai donné une crypto qui s'appelle Toshi. On a déjà vu, je t'en ai déjà parlé. Une crypto Toshi. Et il a mis 10 000 balles dessus. Donc maintenant, il a fait x6, il est à 60 000 dessus. Et il me dit, tu vois, il me dit pas genre merci ou quoi, tu vois. Il me dit, mais cette crypto-là, moi, je l'ai vue direct. C'était une crypto qui allait exploser. Je les reconnais, celle-là. Je sais direct comment elles sont. Et je me dis, gros... un cancer. Ah ouais, c'est quand même... La tumeur est généralisée. Genre, il me montre x6, il a fait 60 000 du coup. Et il me dit, mais de toute façon, ça, je l'ai vu direct. Bah non. Non, t'as pas vu direct, en fait. T'as juste suivi ce que je t'ai dit. Exactement. Tu l'as gagné de l'argent. Et maintenant, tu penses que c'est toi qui as gagné de l'argent, mais pas du tout, en fait. Et je me dis, waouh. Et surtout que je vois sur ça, et c'est ça qui est marrant. Il me dit ça, je l'ai vu direct. Moi, les shitcoins, je les connais bien, j'en ai beaucoup tradé, etc. Je les connais bien. Mais attends, je les connais bien, les shitcoins, je les ai beaucoup tradés, ça, je l'ai vu direct. Mais quand tu vois son portefeuille, c'est la seule du portefeuille. Genre, t'es très fort pour les choisir, mais apparemment, t'as choisi que celle que je t'ai donnée. C'est bizarre, non? Faut même pas s'attarder. Ben non, mais du coup, maintenant, et alors, on a eu beaucoup de conversations. Mais là, faux pas, et c'est terminé. Bien sûr. Genre, c'est terminé, on parle plus. Mais surtout surtout ce genre de truc. Bon, j'imagine qu'il y a eu aussi d'autres choses qui ont... Il y a eu d'autres choses. Qui t'ont mis sur la piste, et que ça, c'était le truc débile. Mais moi, je suis d'accord avec toi pour ça. Quelqu'un qui a un ego mal placé comme ça peut arriver. Émotionnellement, ça peut arriver d'avoir un truc comme ça. Mais quand c'est que du business, entre guillemets, parce que là, on parle d'argent, on parle pas de relations ou... Avoir aussi peu de reconnaissance ou avoir aussi peu d'empathie, parce que c'est un problème d'empathie en fait, c'est un problème de dire bah, tiens, c'est une certaine fermeture d'esprit pour arriver à se dire j'ai eu l'argent, tiens, en fin de compte, je n'ai pas assez d'empathie pour pouvoir me dire j'extériorise mon gain ou ma réussite en disant tiens, merci. Moi, c'est ça qui me rend le plus fou. Faut quand même être fou. Il a même pas dit merci.
Non. C'est quoi, Et on lui a niqué sa mère. Il a pas dit bonjour. Il n'y a pas des bonjours. Ça me... Ah, mais ça me Mais fascine. Et Des ça, gens comme ça. et ça, en fait, là, c'est un segment sur lequel on peut dévier parce que tu as vu la vidéo du coup de 4 à 100 000 en 2 jours. Et il y a eu plusieurs types de réactions en fait par rapport à cette vidéo-là. De gens qui étaient pas proches, on va dire des gens proches et des gens pas proches par rapport à cette vidéo-là. Mais les gens pas proches, je m'en fous un peu de leur réaction. Mais des gens à qui je parle assez régulièrement, les réactions. Et j'ai eu 3 types de réactions que je vais te citer qui te font reconnaître un peu les mauvaises personnes face à ton succès. Imagine que tu réussis, que toi aussi tu passes de 4 000 à 100 000. Les types de réactions des gens à qui tu vas le dire, ça va pouvoir te donner une idée de si ces gens-là, c'est des bonnes personnes, des gens que tu dois garder proches de toi ou des gens que tu ne dois pas garder proches de toi. Comme j'ai expliqué cette histoire sur le podcast ensemble, tu as pu voir les premières réactions, que ce soit de Pump ou que ce soit de la cuillère juste ici, et tu me diras si c'est les mêmes que celles que je vais te donner juste là. Donc il y a eu plusieurs types de réactions. La première réaction du coup de la crypto que j'ai pu donner, et le mec qui me dit mais de toute façon je le savais, je l'ai pas trouvé tout seul, mais de toute façon je le savais, ça j'aurais pu le faire. Ça c'est une des premières réactions où tu dois te dire ok, ce mec là peut-être next. Deuxième réaction, des gens qui vont avoir ce genre de connaissances et d'histoire, ils vont te dire quand tu réussis, et ça c'est une réaction que j'ai eue d'un mec proche, il n'est pas content pour toi, mais il va te dire pourquoi est-ce que tu l'as pas fait pour moi. Ça c'est fascinant. C'est terrible ça. Ah ça c'est fascinant quand même. Quelqu'un de proche de toi. Ça c'est terrible. Ouais. Il m'a pas dit il est pas content pour toi, il a juste dit il pourquoi dit, tu l'as pas fait pour moi. Bravo, mais pourquoi Voilà. Ouais. Ça, c'est fascinant ça aussi Je comme vois, façon de réagir. Mm. Et c'est marrant parce que les gens, en fait, ça c'est le genre de comportement Ils veulent aspirer. qui fait que tu peux gagner tout seul, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais dans ce genre de comportement-là, au bout d'un moment, si tu veux gagner vraiment beaucoup d'argent, tu auras besoin de t'entourer de talents. Et les talents, c'est par définition des gens qui gagnent déjà beaucoup d'argent tout seuls et qui, eux aussi, ont envie de s'entourer pour gagner encore plus. Disons que c'est des mecs qui gagnent 200 000 ou 300 000 euros par an, tout seuls, ils sont déjà capables de le faire, mais ils veulent s'entourer pour gagner 3 millions d'euros par an. Et pour ça, tu as besoin de plusieurs talents autour de toi pour gagner et décupler ton revenu. Et tu peux avoir un talent, un mec qui est juste un connard et qui gagne 200 ou 300 000 euros par an, mais personne ne va vouloir s'associer avec lui et il gagnera jamais 2 ou 3 millions ou 10 millions par an parce que justement, c'est un connard. Et ça, c'est le genre de comportement qui fait que tu seras jamais entouré de talent et tu seras toujours tout seul et tu pourras jamais gagner 2 ou 3 millions par an. Tu peux gagner 200 000 par an, 300 000 jusqu'à la fin de tes jours, mais jamais tu pourras gagner 2 ou 3 millions et tu te demanderas toujours pourquoi. Mais juste parce que tu es un connard et qu'il n'y a aucun talent qui veut s'entourer de toi et qu'il n'y a aucun talent qui veut travailler avec toi. Parce que si tu as des mecs, littéralement, qui gagnent 2 ou 300 000 par an, ils vont pas se faire chier à s'associer avec un mec qui respecte pas et avec qui ils n'ont pas envie d'avoir des affaires. Ils veulent se mettre qu'avec des mecs qui veulent travailler, avec qui ils veulent travailler, qui les inspirent. Avec des hommes. Avec des hommes. Parce que ça, c'est des enfants. Quand vous en êtes rendu à dire « Ah, c'est moi qui l'ai fait » ou mais pourquoi tu l'as pas fait pour pourquoi moi tu l'as pas fait pour moi, vous êtes à la cour d'école en disant « C'est moi qui ai fait le joli dessin ou dire « Passe-moi le jouet, passe-moi le jouet ». Voilà, vous êtes des enfants qui n'ont pas réglé leurs problématiques d'ego avec leurs parents. Si vous voulez une thérapie, vous venez en MP. Mais véritablement, si vous n'êtes pas capable d'être reconnaissant ou de partager vos succès et d'accepter qu'il y en ait d'autres qui réussissent et être content pour eux, vous avez un sacré problème d'ego et même d'épanouissement pour vous-même. C'est vous que je plains, c'est même pas moi, c'est vous que je plains. Vous allez être une vie de ruine, une vie de ruine. Et ça vous amènera vers une vie de ruine. Ça me... Alors, pour l'anecdote, ça, en fait, ça me fait vraiment penser aux gens quand ils s'engagent à l'armée, au tout début. Tout le monde est très personnel, tout le monde va soit rejeter la faute sur l'autre, ou soit dire ah, « pourquoi tu m'as pas aidé ?» machin. Et en fait, en étant formé, au fur et à mesure du temps que tu vis ensemble, bah, t'apprends à être soudé, t'apprends à faire corps avec chacun, quoi. Tu vois, et ça c'est quelque chose qui... Ça, c'est un truc que les gens... Pas le dire, mais... militaire. C'est un truc que les gens ils peuvent comprendre, qui est... J'ai une expression pour ça. J'ai inventé quelques expressions dans la vie que je souhaite que tout le monde reprenne, mais ça, c'est une expression que j'ai inventée aussi. C'est le type de personne que j'appelle « tout pour moi, rien pour les autres ». Et ça, c'est le type de personne où ça va jamais fonctionner. Et dans leur comportement, c'est « tout pour moi, rien pour les autres ». Et le problème, c'est qu'il y a un autre mec que j'ai lu son livre, qui est super bien, qui dit « donne et tu recevras ». Donc quand tu pars du principe « tout pour moi, rien pour les autres », ça pose un problème. Ça va pas. Mais je vais rajouter un truc.
l'opposé aussi. Mhm. Tout pour les autres, rien pour moi. Ah, ça va pas non plus. Ça va pas En non fait, plus. c'est un juste équilibre. Toute la vie n'est qu'un juste équilibre. Alors, personne n'a cet équilibre parfait, on n'est pas des saints. Mais comprenez bien que si vous êtes dans une fausse générosité, parce que c'est une fausse générosité, quand vous oubliez quelqu'un dans l'équation. Vous cherchez à travers les autres à ressentir ce que vous ne vous donnez pas pour vous. Et à l'inverse, quand vous êtes que pour moi, rien pour les autres, vous oubliez quelque chose dans l'équation, qui est que vous êtes intimement relié aux autres. Donc quand vous faites que l'un ou quand vous faites que l'autre, il y a un déséquilibre dans la matrice et dans l'univers. Ouais. Vous ne pourrez pas évoluer. Vous avez besoin d'avoir un minimum d'équilibre entre je prends soin de moi, je m'aime moi, je fais pour moi, et je partage, je donne, j'aime les autres. S'il y en a un qui est trop axé, beaucoup trop axé, parce qu'on l'a tous un peu trop axé l'un ou l'autre, s'il y en a un qui est beaucoup trop axé, ça créera un problème dans vos business. Imaginez dans le business, rien pour moi, tout pour les autres, vous allez signer un deal, vous allez prendre 1% et vous allez dire non mais de toute façon c'est pour les autres, il n'y a pas de souci, je suis dans le business. Ou inversement, vous allez être tout pour moi, rien pour les autres, mais vous ferez de deal avec personne. Parce que personne ne va vouloir travailler avec vous. Donc le juste équilibre, c'est de voir ce juste milieu pour moi. Et le juste milieu, moi je l'ai avec toi, tu vois, Pump par exemple. Je pense que le meilleur juste milieu, c'est 51-49. Dans le sens où, avec Pump, sur plein de choses, on fait pas 50-50. On fait 51-49. 51 pour lui, 49 pour moi. Et je pense que ça, c'est le meilleur juste milieu. Et c'est pas avec toi, j'ai ce deal-là, mais avec un autre mec avec qui je travaille aussi, c'est pareil. On fait 51-49 et je pense que ça, c'est le meilleur truc que tu puisses faire. Parce que c'est pas tout pour moi, rien pour les autres et c'est pas l'inverse non plus. Ouais, c'est 51-49. Et du coup, si tu te poses la question, comment réagir face à ce type de personnes, ces gens-là qui vont être là tout pour moi, rien pour les autres, c'est talent. Parce qu'on va les appeler comme ça, c'est des talents qui vont être là tout pour moi, rien pour les autres. Moi, j'ai une stratégie que je vais établir, que je vais faire et que je fais déjà. C'est que ces gens-là, en fait, la plupart du temps, moi, les gens un peu... on va dire débiles, qui sont pas des talents, on va dire que c'est pas des talents, je les ignore juste. Je bloque ou j'ignore et basta, je passe à autre chose parce que de toute façon, si je devais m'occuper de tous les gens qui m'envoient des messages, j'en ai à peu près 100, 200, 300 par jour, je vais pas m'occuper de tous ces gens-là. Donc je suis obligé d'ignorer. Bien sûr. Mais quand il y a un talent que je dois ignorer, je le fais un peu différemment. Dans le sens où je ne l'ignore pas, je continue à lui parler, mais par contre, il y a 0% de confiance. 0% de confiance et à ce moment-là, j'inverse la tendance. Et à ce moment-là, je fais tout pour moi, rien pour lui. Et je vais faire en sorte de tout prendre pour moi. Tout le talent qu'il a, je vais tout prendre pour moi et rien laisser pour lui. Et je vais plus donner aucune astuce. Je vais peut-être même donner des mauvaises astuces, juste pour le fun. Ça, c'est peut-être mon côté un peu revanchard. Juste pour le fun, je vais peut-être commencer à donner des petites mauvaises astuces. Mais là, ça va être dans le sens où, cette fois-ci, lui, il a montré qu'il était là tout pour moi, rien pour les autres. Mais à ce moment-là, je vais lui faire... carte Uno, reverse. Tout pour 4. moi, rien pour toi. Et là, donc, c'est le talent dans le sens où si tu as un mec qui a un talent, tu peux pas l'ignorer parce qu'il a un talent, il peut quand même être utile. Si le mec il gagne 200 ou 300 000 euros par an, c'est que dans un sens, il sait faire des choses et il sait bien les faire aussi. Donc, tu l'enlèves pas, tu l'ignores pas, mais juste tu lui fais 0% de confiance et tu pars du principe, voilà. Carte Uno, reverse, tout pour moi et rien pour lui. Donc c'est comme ça que tu dois traiter avec ces gens-là. Tu peux les utiliser en résumé, tu peux les utiliser s'il y a des gens qui sont utiles pour toi, mais pas créer de choses ou de business qui pourraient avoir un lien et créer d'autres problèmes. Moi, il y a un truc aussi intéressant que je pense, pour parler un peu de réussite et succès, un truc moi qui m'a beaucoup aidé, même si on en avait déjà parlé un peu dans le premier, c'est de prioriser mes actions. C'est-à-dire de me faire une liste et de me mettre au tout début de la liste, vous pouvez le faire ça, mettre ce qui est utile, ce qui est urgent. Vous allez mettre dans une liste ce qui est utile, ce qui est urgent. Et vous allez mettre dans une autre liste ce qui est pas forcément très utile et ce qui est pas forcément très urgent. Et vous allez voir naturellement qu'il y a des choses qui sont pas très utiles mais urgents. Vous allez voir d'autres trucs inutiles, pas urgents, d'autres trucs utiles, pas urgents, et ceux où il y a les deux, utiles et urgents, c'est les choses à prioriser dans les 24-48 heures que vous devez faire absolument. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas pour accélérer plein de choses, même quand je faisais du trading. Au tout début, il y a beaucoup de choses que je voulais apprendre, ou beaucoup de choses que je cherchais à comprendre, et je me suis dit, est-ce que ça, concrètement, ça va me rapporter de l'argent sur la semaine? Parce que j'ai besoin d'argent pour
J'avais un peu d'argent de côté, mais ça s'effacait tous les mois. Hein. Donc, faut payer le loyer. Il faut payer. Manger, puis moi, j'ai toujours eu un haut niveau, entre guillemets, de standard. C'est-à-dire que même quand j'avais pas de revenus fixes, je me disais, moi, c'est 100 € par jour. Il me faut 100 € par jour minimum pour vivre. Minimum, c'est 100 € par jour. Donc, même sans gagner ça. Hein. Donc, j'étais tout le temps à la recherche de cet argent. Et donc, je me suis mis un plan comme ça. Quand j'étais dans mon ancienne activité, pareil. Je me mettais ce plan-là. Quand je suis dans des relations, quand je suis en couple aussi, je ne dis pas ce qui est utile et urgent. Je ne fonctionne pas comme si c'était j'ai été un hypothécaire. Mais je fonctionne quand même à me dire, est-ce que ça a de l'impact? Je pense toujours de cette manière-là. Et vous allez voir qu'il y a un tas de trucs qui ne sont pas du tout utiles que vous faites. Un tas de relations à qui vous parlez qui ne sont pas du tout utiles. Après, si c'est vos amis, d'accord, mais il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de gens qui vont rien vous apporter, plein d'élections qui vont rien vous apporter, qu'il faut éliminer. Less is more. Faites moins de trucs et concentrez-vous sur les trucs qui marchent et concentrez-vous sur les trucs qui vous rapportent dans vos relations aussi et dans vos business. Et ça, c'est bien parce que tu lances un petit segment du podcast où on peut parler un peu des petits tips et astuces de productivité. Parce que tu vois, tu parles d'une liste d'urgents et de pas urgents. Ça peut être considéré un petit peu comme une astuce pour être plus productif. Donc, je vais vous donner quelques astuces que moi, j'utilise pour être productif. J'ai pas forcément une très grosse productivité, je suis un peu comme toi, je suis un feignant, mais j'essaie de faire en sorte de l'être le moins possible. Et ce que je fais, ça suffit pour avoir un gros revenu, une grosse source de... Chaque fois que je fais une action, elle amène beaucoup de résultats, donc c'est déjà pas mal. Et parmi les actions et les petites astuces que je fais pour avoir de la productivité, il y a un truc dont j'ai parlé, je crois, dans une vidéo récemment, qui est les choses que tu peux acheter en dessous de 100 $ qui vont forcément t'amener de la productivité et qui m'ont changé la vie. Donc, un des trucs que j'ai utilisé pour la productivité qui coûte 19,99 €, c'est un minuteur. Et j'ai un minuteur comme ça qui est sur mon bureau. J'ai un bureau déjà qui est en L. Donc, j'ai un bureau en équerre. Voilà. J'ai pas juste une table ou j'ai pas juste une grande table. J'aimerais bien avoir une grande table comme celle-là, mais j'ai pas juste une grande table. J'ai un L, j'ai une équerre. Comme ça, j'ai des trucs que j'ai pas besoin dans mon cerveau tout de suite, qui sont sur la droite. Et les choses que j'ai besoin de mon cerveau qui sont en face de moi. Donc je laisse mon cerveau se concentrer en face de moi sur les trucs importants. Et les choses sur la droite, comme les petits carnets avec les trucs à écrire dessus, ils sont sur la droite et comme ça mon cerveau il peut laisser de côté. Et je peux séparer les choses importantes directes ou les choses indirectes sur le côté. Donc ça, sur mon bureau, j'ai un minuteur. Et quand je commence à travailler, je mets le chrono comme ça, plic. Et ça me dit à la fin, quand j'ai fini de travailler, quand j'ai fini mon action, ma tâche, ou quand j'ai fini d'utiliser mon cerveau pour les minutes qui sont là, ça me dit combien de temps j'ai mis, disons 36 ou 40 minutes. Et à ce moment-là, je me dis, c'est pas mal. La fois d'après, je vais faire une petite pause, je me balade, je vais aller voir ma copine ou je sais pas quoi. Et après, je recommence, boum, et j'essaie de faire un petit peu plus. Et quand tu es dans ce minuteur-là, tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone pour des activités, pour je sais pas quoi. Tu dois seulement travailler. Et tu te rendras compte au début que tu seras peut-être à 10 ou 15 minutes. Moi, quand j'étais étudiant et que je travaillais juste pendant mes études et que je révisais, j'avais un maximum qui était de 12 ou 15 minutes. Et au fur et à mesure, j'augmentais pour aller jusqu'à 20, 30, 40, 45. Et généralement, c'était au-dessus de 45, t'es un boss. T'es un boss, t'es pas mal. Et tu vois, au fur et à mesure, les mecs qui sont les plus productifs, c'est les mecs qui vont aller beaucoup plus que 45. Et selon les activités que tu vas faire, si tu es développeur, codeur, etc., à mon avis, tu vas beaucoup plus loin que 45. Mais ça, c'est un truc que j'ai acheté en dessous des 100 $ qui fait que je suis beaucoup plus productif. Un deuxième, c'est un casque comme ça. Un casque de chantier où il n'y a rien, il n'y a pas de musique ou je sais pas quoi dessus. C'est juste que quand je le mets, et ça, c'est un truc que j'ai acheté, mais direct. Pour ignorer les cons. Pour ignorer tout et ignorer surtout les mauvaises pensées. Parce qu'une fois que tu as ton casque à l'intérieur, c'est comme si les mauvaises pensées, elles étaient pas... T'as pas le temps de te concentrer dessus, il n'y a que les bonnes pensées qui restent. Vrai. Et t'es tout seul avec ton cerveau. Ça te coupe c'est un réducteur de bruit. C'est un gros réducteur de bruit. Okay. Et t'es tout seul avec ton cerveau à ce moment-là et tu peux te concentrer. Et au début, j'ai commencé à le mettre juste pour lire. Et au fur et à mesure des années, j'ai fini par le mettre aussi pour travailler. Et maintenant, pour travailler, j'ai mon casque et j'ai mon minuteur. Et un troisième truc, je t'en ai déjà parlé, qui est cette montre qui va me réveiller le matin avec juste un vibreur. Ça, en termes de productivité, il n'y a aucune Rolex qui fait ça. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'achèterais une Rolex si je ne peux pas faire la vaisselle et que je ne peux pas me lever avec un vibreur le matin. C'est débile.
Donc j'achèterai pas de Rolex pour ça. Ça, c'était 3 objets phares. En dessous de $100. Même à moins de 5. Même, avec le casque. Non, le casque, il est à 19 ou 14, je crois. Le casque anti-bruit de chantier, ça coûte rien. Ouais, ça coûte rien. T'as un vrai casque de chantier, non? Ouais, un vrai casque de chantier. Hein. Non, moi je croyais que tu blaguais, je croyais que t'as un casque Apple. Non, j'ai un casque de chantier. Il n'a pas le temps de regarder les Insta, c'est pour ça. Et en plus, un truc que je faisais, si tu veux une astuce supplémentaire, et ça c'est gold, t'augmentes ta productivité pareil de 70%. Ce que je faisais pendant un moment dans mon casque de chantier, c'est que je m'étais mis des sortes de visières. Non. Ah ouais, mais c'est pas vrai. Je m'étais mis des visières comme ça. C'est pas possible. Et mec, là par contre, parce que... Get rich et avec un panneau Get rich or die. Get rich or die. Comme ça. Non mais mec, si tu veux travailler le plus possible, en fait, si tu veux être le plus efficace possible, il faut tu te rappelles que ton cerveau, il est entièrement fait avec tes yeux. Là où seront tes yeux, c'est là où sera ta concentration. Et si tu commences à avoir le périphérique comme ça, ta concentration elle va se diversifier. Mais ça me fait penser beaucoup à quelque chose. C'est très juste, tu vois, je savais pas l'histoire de concentration et des yeux, mais ça me fait. J'ai envie de rebondir sur un truc. Votre cerveau, il va être fait de ce que vous vous nourrissez dans votre putain de journée. Si vous vous levez le matin, vous allez sur TikTok, vous allez sur YouTube, vous allez regarder des infos, vous allez regarder, peu importe ce que vous allez regarder, votre cerveau fait pas de différence entre un film d'horreur, la vraie vie, un truc joyeux ou la vraie vie. Il fait pas de différence. Donc, ce que vous allez vous nourrir, moi, je vous conseille aussi un truc qui m'a beaucoup aidé. Je vous assure, arrêtez d'écouter de la musique, écoutez soit des livres audio, soit des vidéos inspirantes. Des vidéos de motivation, peut-être, même si vous n'avez pas envie d'être motivé. Écoutez ce podcast. Écoutez ce podcast. Qui est sur Spotify. Il est sur Spotify. Écoutez des choses qui vont vous nourrir plutôt que des choses qui vont vous mettre dans la peur, qui vont vous mettre dans du stress, qui vont vous mettre dans du divertissement. Alors, et bien évidemment, il y a besoin de se divertir, mais si dans votre journée, c'est plus rempli que le reste, mais vous allez être... En fait, votre cerveau, c'est un bol. C'est un bol de riz. De quoi vous nourrissez ce bol? Si vous mettez de la peur, il y aura de la peur dans votre journée. Si vous mettez du divertissement, il n'y aura rien d'utile. Si vous y mettez de l'inspiration, vous serez inspiré. C'est aussi simple que ça. Et prenez des pauses quand même. Oui, prenez des pauses. C'est quelque chose, moi je le fais. Le tip, ce que tu as dit justement sur le temps, moi... toutes 45 minutes, 1 heure, je me force à prendre une pause. Ouais, les Podomoro. Parce que sinon, pendant 5, 10 minutes, parfois 15 minutes, mais très important pour reset un coup. Ouais. Parce que t'es tellement focus des fois sur ton objectif. Ulysse est déjà venu à la maison quand on parlait aussi de la vision périphérique. Moi, j'ai 3 écrans. J'ai 3 écrans. Donc, c'est vrai que d'être vraiment en permanence à l'affût de quoi que ce soit... si tu prends pas des pauses, ton cerveau, à un moment donné, il sature. Et même... Moi, il y a un truc que je fais beaucoup. Je vais faire pendant une semaine, de telle heure à telle heure, je vais faire des tâches que je dois faire chaque semaine. Sauf que chaque semaine, je vais changer les horaires de ces tâches-là. Pour pas que ce soit trop répétitif, pour pas que... Si tu veux, alors ça serait le contraire d'avoir une bonne habitude, mais je ne veux pas me lasser d'une tâche qui je vais savoir qu'elle va me rapporter quelque chose derrière. Tu vois. Et le fait, ça c'est très personnel, mais de changer les horaires auxquels je fais ces tâches, moi ça m'aide beaucoup. Ouais. Mais ça peut être un type, mais chaque personne est différente. Il y a des moments où moi je suis plus efficace en termes de cerveau. Genre mes vidéos, je les écris, je les pense et je le fais tout le matin. Et je les filme entre 10h30 et midi 30. C'est là où je peux filmer mes vidéos. Plus tard, c'est plus difficile quand c'est entre 17 et 18h. Là aussi, c'est un bon moment pour filmer les vidéos, pour les faire. Mais à ce moment-là, généralement, je suis à la salle. Donc, je ne suis pas aussi efficace. Mais généralement, quand je fais des vidéos et que c'est celles qui sont entre 17 et 18h, tu vas me voir, je suis beaucoup plus énergique, je suis beaucoup plus puissant, je suis beaucoup plus vivant, etc. Le matin Non, le soir. Ah, le soir. Entre 17 et 18h. Okay. Mais le matin, entre 10h30 et 12h30, c'est là où je peux le faire sans que mon cerveau il me dise là ça n'a vraiment pas envie. Mon cerveau à cette heure-là il va me dire ok là tu peux le faire. Et c'est pareil, je peux travailler quasiment que le matin. Je peux travailler que entre 7h et 12h30 et je peux finir 14h, 15h30 maximum. Je peux pas aller plus loin. Et toi tu te couches tôt. T'as une habitude de te coucher très tôt. 22h, 22h30 et puis je suis levé à 6h tous les matins. Ça c'est ma vie. J'essaie de me lever plus tard. Je peux me lever jusqu'à 6h30 pour être heureux. Mais si je me lève au-dessus de 6h30,
si je me lève disons à 7h ou 7h30, là je passe une sale journée, je suis T'as la l'impression tête dans le chou. T'as l'impression d'avoir gâché ta journée limite, non? Non, pas d'avoir gâché la journée, mais juste mon corps il est pas Il est pas Ah ouais, il est pas il y arrive pas trop. Ok, ça, c'est Il y arrive pas trop. Ça, c'est très, je pense que c'est très, très personnel aussi, hein, ce truc-là. Bien sûr. Par contre, c'est sûr et certain, enfin, faites l'expérience, hein, mais se lever tôt le matin, Miracle Morning et tous ces trucs, franchement, c'est pas du bullshit. Hein. C'est pas pour rien que tous les moines de toutes les religions différentes, ils se lèvent tôt le matin. Hein. Ouais. Le soleil, il a 1 heure pour se lever. Hein. Donc, se lever avant l'heure du soleil, c'est quelque chose fondamentalement. Moi, je sais pas l'expliquer. Hein. J'ai eu la flemme de lire tout le livre, mais je l'ai expérimenté. Je préfère d'ailleurs faire ça, moi, souvent dans la vie. J'expérimente et après, je cherche à comprendre. Ouais. Faites-le. Levez-vous un peu plus tôt le matin, vous allez voir que naturellement, il va y avoir des bénéfices. Bon, moi, je me couche un peu plus tard, mais j'aime bien me lever tôt aussi. Je me lève pas toujours à cette heure-là. C'est-à-dire souvent avant 8h30. Mais des fois, je me lève aussi à 6h, etc. Et c'est sûr et certain que tu ne te sens pas du tout pareil. Après, pour la question d'organisation, tu vois, dans ce que tu disais, où j'aime bien mettre certaines tâches à des horaires différentes, etc. Je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui procrastinent, comme tout le monde l'a déjà fait, mais il y en a qui procrastinent beaucoup. Bah, sachez que moi, je suis le champion, je vous bats tous. J'ai procrastiné toute ma vie. J'ai jamais rendu un devoir à l'école. Hein. J'ai jamais rendu un devoir. Ça m'explosait ma moyenne, je me tapais des zéros. Je détestais travailler pour prévoir quelque chose. Et au contraire, j'ai toujours été meilleur quand je le faisais dans la pression. Mais la pression que je me mets moi. Pas la pression que quelqu'un va me mettre, pas la pression voilà, d'un établissement ou de qui que ce soit. Donc, sachez aussi une chose, c'est que si vous procrastinez, c'est pas que vous n'avez pas envie de le faire, c'est qu'il y a sûrement une recherche de motivation inconsciente chez vous et qui se passe dans le danger. Donc, pour éviter ça, je vous invite à ne pas parfois vous donner de date dans votre journée, mais juste de vous dire, OK, dans la journée, je vais passer 5 minutes à juste faire ça. Et vous allez voir que vous ferez beaucoup plus que 5 minutes. Je vous donne un exemple. Vous n'êtes pas inscrit à la salle de sport. Ça fait 2 mois. Vous êtes inscrit à la salle de sport et vous n'êtes pas été à la salle de sport. Encore mieux. Vous avez payé. Ça fait 2 mois que vous payez. Vous n'êtes toujours pas à la salle de sport. Chaque jour, vous dites, putain, je paye, j'y vais pas, etc. Ou chaque semaine, il faudra que j'y aille. Ça. Et bien, vous dites, demain, si je veux, j'y vais. Et au bout de 5 minutes, je me barre. Vous allez voir que vous allez rester plus de 5 minutes. Ce travail-là que j'ai pas envie de faire, juste, je le fais 5 minutes. Si je veux, j'arrête après. Vous allez commencer 5 minutes et vous allez faire beaucoup plus. Pareil pour toute chose. Commencez 5 minutes et dites-vous que vous avez la liberté ensuite de l'arrêter et de le reprendre à un autre moment. Votre cerveau va l'accepter beaucoup plus facilement parce que la peur qu'il y a derrière la procrastination, c'est l'envahissement. Ça prend beaucoup de temps, ça prend énormément d'énergie. Donc, je ne veux pas me mettre face au mur, à la montagne. Alors que si vous dites... je peux juste prendre un caillou et me casser. Vous allez voir que vous allez prendre un petit caillou, puis un deuxième, puis un troisième. Puis vous allez vous retrouver au milieu de la montagne et vous dire « Ah ben voilà, ça fait déjà 2 heures. » Voilà. Et ça, c'est une astuce personnelle et que j'avais déjà entendu quelque part, mais qui m'a beaucoup servi. Et j'irai encore plus loin là-dessus. Au-delà de faire les 5 minutes, je pense que tu dois te concentrer sur la plus petite action possible. Quand tu dois te mettre à la salle de sport, et pareil, tu dis « Ça fait 1 semaine... » que j'y suis pas allé ou voilà, j'ai pris mon abonnement, ça fait 2 mois, j'y suis pas encore allé cette semaine. À ce moment-là, quelle qu'il soit l'heure, tu peux être sur ton canapé, généralement tu seras sur ton canapé, il sera 18h, et tu diras, c'est pas grave, j'irai demain. Non, la plus petite action possible, c'est de se lever et de mettre ses chaussures. Si tu te lèves et tu mets tes chaussures et que tu n'y vas pas, je vois pas comment tu pourrais ne pas y aller à ce moment-là. Tu te mets tes chaussures de sport et tu y vas. Et pour prendre un autre exemple, pour ceux qui procrastinent sur un travail, un truc qu'ils doivent faire et qu'ils n'ont pas envie de le faire. Là, à ce moment-là, la plus petite action possible, c'est de faire bip avec le minuteur. Tu lances le chrono. Ah là, tu commences. C'est la plus petite action possible et tu as juste, en termes de calories dépensées, tu as juste à appuyer sur un minuteur. Donc là, ça met vraiment pas longtemps du tout. Et ça, c'est la plus petite action possible. Et si tu fais ça, bip le minuteur, tu vas commencer toutes les actions que tu veux faire et tu vas aller beaucoup plus loin. Ça te fait gagner des années sur ta vie, ça. Juste un minuteur à 19,99 et je suis pas payé par le minuteur ni Amazon pour le faire. Toutes les décisions, elles devraient pouvoir être prises en 90 secondes. Littéralement. 1 minute 30, vous avez de quoi décider pour tout. Vous pouvez faire avec le minuteur, vous mettez le minuteur, une décision, hop, vous prenez. Et même dans les actions, tu vois, le fait que tu dis la plus petite action. Moi, j'avais lu un livre, je sais, j'ai plus le nom à chaque fois. C'est un instructeur militaire américain qui, le titre du livre, c'était genre faites votre lit et commencez votre... C'est exactement ça. Vous assurez que si vous faites, ne serait-ce que, je vous dis une connerie, mais la vaisselle, vous faites la vaisselle.
Après, vous allez envie d'avoir faire une autre action. Et etc. Si vous faites une petite action, ça vous emmènera au chemin, en fait, ailleurs. Et quand on fait rien du tout de ces actions, et quand on est dans son canapé, qu'on regarde TikTok ou qu'on a fini sa journée, et que voilà, bien évidemment, ça va pas vous mener vers la réussite que vous voulez, la réussite que vous espérez, la réussite que vous voyez sur les réseaux. Donc, petite action, minuteur, décider, toutes ces choses-là sont des choses basiques, simples, applicables. La seule chose qui vous retient de l'appliquer, c'est vous. Personne d'autre. Ça ne dépend pas de vos parents, pas de votre richesse, pas de votre condition mentale. Juste faites-le. Magnifique. Ça, c'est un petit tips de productivité. Voilà. Si t'en as peut-être un autre, monsieur la cuillère, qui te vient en tête. Un tips de productivité, déjà, je fais mon lit tous les matins. Mais ça, c'est le militaire en toi. Ça. Ouais, c'est la déformation professionnelle. Est-ce que c'est vrai qu'au militaire, genre, si tu faisais pas ton lit le matin, c'était terminé. Quand 300 pompes. Quand t'es jeune engagé, ouais, très clairement, tu te fais ramasser la gueule. C'est quoi les punitions que t'as pu voir en militaire qui sont genre des punitions alors, c'est des trucs qui ne se font plus aujourd'hui. J'ai vu une piole être déménagée d'un 3e étage pour être réaménagée dehors. C'est-à-dire déménagée. Ils ont sorti tous les meubles de la piole. Ils ont dit, maintenant, vous avez fait de la merde sur votre chambre, on va vous apprendre à faire votre chambre correctement. Il a dormi dehors, il est mort ? Non. Il est pas mort ? Ils ont fait descendre les armoires, les lits, les meubles, et il fallait changer tous les fringues, tout de A à Z. Donc toute la piole a été déménagée. Dehors, dans la cour, les mecs ont remis la chambre comme elle devait être dans la cour. Ok, maintenant vous avez l'exemple, vous avez vu, ça fait du bien d'être en plein air. Maintenant, vous remontez tout. Ok. On a des punitions. À l'armée, on fait quasiment que de la punition collective. Et il n'y a pas des... C'est bien. Il n'y en a pas une qui est genre... Je vois dans les rugbyman, ils ont des punitions tellement débiles avec des jeux de biscottes ou je sais pas quel délire. Skip. Attention là. Next. Il n'y a pas des punitions un peu pas bizarres, chelou comme ça, mais juste un peu agressives. Non légales, tu veux dire. Ouais, peut-être pas non légal comme tu veux. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses qui restent dans l'armée et qui doivent rester dans l'armée. Bon, tu peux le dire, c'est un bras bionique celui-ci. Non, il y a des choses, mais malheureusement aujourd'hui avec les réseaux, ça commence à apparaître et les gens, ça les choque. Enfin, quand par exemple, on a une tradition à l'armée, c'est quand quelqu'un monte en grade, on lui remet son grade, donc son petit galon, et on cogne dessus, quoi. C'est félicitations, poteau. On cogne dessus un gros coup de poing. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça ou une bonne tarte. mais une bonne tarte. Mais sauf que quand t'as le Tahitien qui fait 140 kilos, qui te regarde, qu'il a des mains, c'est 4 fois les miennes, il fait viens petit, viens. Droite ou gauche? Quand tu sais que le mec est droitier, tu dis droite. S'il te plaît, pas gauche. Il contrôle un peu mieux la force. Mais j'ai vu des mecs voler sur 3-4 mètres. Quoi. Mais c'est tradit. Après, voilà, il n'y a rien de méchant. C'est toujours dans la bonne humeur. Juste après, on va aller boire une bière, 2, 3. Je vais m'arrêter là. Mais aujourd'hui, ça apparaît, ça choque des gens. Je dis, mais c'est des traditions qui sont... Ça date, ça a jamais tué personne. Et moi, il y a des traditions là que j'essaie de mettre en place sur les TIFAD. Si vous êtes sur le groupe privé et que vous êtes déjà venu sur les TIFAD, il y a une tradition que j'ai mis en place parce que j'aime bien toutes ces histoires de bizutage. Je viens de la médecine pharmacie et nous, on a les bizutages, on a les week-ends d'intégration qui, à Limoges, n'étaient pas non plus extrêmes, les week-ends d'intégration, mais dans d'autres villes, les week-ends d'intégration sont beaucoup plus extrêmes. Mais il y a un truc qui s'appelle en plus la faluche, qui est pour les années très supérieures, on va dire les médecines années très supérieures. Et là, en termes de bizutage, c'est autre chose. Je pense qu'il y a un bon côté, un mauvais côté, évidemment, dans le bizutage. Le mauvais, c'est quand tu vas trop loin. Et que là, c'est plus du bizutage, c'est juste t'es mort. Et ça, c'est un peu chiant. Mais il y a le côté bizutage et le côté fraternel, comme ça, confraternel, confrérie, où tu crées une sorte de relation beaucoup plus tight. Comme si, je te donne un exemple, moi, quand j'étais pendant mes études, il y avait une promo où il y avait 70, on était 70 ou 80 dans la promo. Et en 2e, 3e, 4e année, les mecs, ils allaient faire des soirées. Et ils allaient faire des soirées ensemble, sauf que moi, je faisais pas de soirée. Ça m'intéressait pas d'aller faire des soirées. Je préférais rester à la maison, lire des livres et essayer de gagner de l'argent. Donc, j'allais pas faire de soirée. Et je passais tout mon temps plutôt à rester à la maison et à faire ça et à lire des livres. Et j'ai passé des semaines et des mois entiers à lire 4 à 6 heures par jour des livres. Donc, forcément, quand tu fais ça, t'as pas le temps d'aller en soirée ni d'aller en cours. Pour le coup, j'allais pas souvent en cours non plus. Et j'ai un truc que j'ai remarqué. Les mecs qui étaient là en 2e année et qui me proposaient tout le temps d'aller faire ces soirées, 1re, 2e, 3e, 10e, je dis non. Et c'est marrant, mais quand on était en 3e ou en 4e année, je les voyais, ils étaient beaucoup plus amis entre eux, mais beaucoup moins amis avec moi.
Et à la fin, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais un peu tout seul dans la promo. J'étais un peu le mec chelou de la promo et on me le dit souvent, t'étais le mec chelou de la promo. Mais j'ai pas du tout ami avec eux, sauf que eux, à faire des soirées ensemble et des sortes de bisutages, qui sont pas forcément des bisutages, mais ils passent des bons moments et ils font des choses quand t'es en soirée avec que des mecs et qu'il y a de l'alcool. En règle générale, tu finis par faire des conneries, tu finis par faire des bêtises. Et ce côté bisutage, c'est un truc que j'ai voulu instaurer un petit peu dans les tifades. Et tu viendras, si un jour tu viens à une tifade, s'il y en a une autre. Donc une tifade, explique ce que c'est parce que... Une tifade, c'est la tifade, des rencontres, c'est des rencontres abonnées. Où il n'y a que les gens du groupe privé qui sont autorisés à se rencontrer. Donc c'est tenu dans 6 villes en même temps. Tous les 2 ou 3 mois, c'est tenu dans 6 villes en même temps. Donc tu as Bordeaux, tu as Paris, il y avait Bruxelles, il y avait Bruxelles, il y avait Lyon, et il y avait Nice, et il y en avait peut-être une autre, je sais pas quoi. Lille. Peut-être Strasbourg ou Lille ou je sais pas quoi. Bon, de toute façon, ça nous intéresse pas ce côté-là. Et donc pour les tifades, le premier truc à faire dans les tifades, c'est de manger un citron. Et on doit couper le citron en deux et manger le citron avec la entier. peau, bien évidemment. Avec la peau, évidemment. Et il n'y a que comme ça que tu peux commencer une tifade. Et ceux qui ne mangent pas le citron, ils ne sont pas évidemment invités pour la suite. Et ce genre de bisutage-là, ça fait que tu crées des liens avec les mecs, même si c'est un truc débile. Mais quand c'est des trucs pas du tout débiles ou quand c'est des trucs de bisutage à l'armée, à ce moment-là, les liens que tu crées, c'est fraternel, c'est puissant. Je suis pas sûr de pouvoir faire ça à des jeunes. Parce que nous aussi, on a des histoires où on ramène des trucs à bouffer. Mais bon. Les trucs les plus cool, je pense que ça doit être la sardine crue. La sardine crue, ça ouais, c'est cool. Au réveil, c'est sympa. Ouais. Et il y en a un autre, si tu veux tester, un oignon. Moi, j'ai déjà fait manger un oignon. Mais ça, c'est bon pour la santé. Un oignon cru. Ça me dérange pas. Ça, je crois savoir que c'est bon pour la santé. Je sais pas si c'est bon pour la santé. Du moment où t'as mangé les gros asticots le mec qui blancs, essaie de justifier son bisutage. Mais ça, je crois qu'en plus, ça peut t'apporter 2-3 trucs. Enfin, je suis pas médecin, hein, mais. C'est bon pour le système digestif. Mange l'oignon. Je crois que pour la testo, c'est pas mal. En plus, c'est vrai, hein, je crois que l'oignon, c'est pas mal pour la testo. Je vais ramener une bouteille de. Non, je vais pas le dire. Mais moi, j'ai jamais compris toutes ces histoires de bisutage. Déjà, moi, j'ai jamais fait un sport collectif de ma vie. Moi, j'étais pas le mec chelou, mais alors, j'aime pas être dans des sports d'équipe, dans les trucs. Alors, tous les bisutages, en plus, je viens d'une ville où il y a beaucoup de rugby. Je vais m'abstenir, sinon vous allez vouloir me défoncer à la fin de ce podcast. Mais franchement, j'ai jamais compris ça. Les bisutages, les espèces de trucs de groupe, etc. En fait, je me suis dit, mais t'as besoin de te faire ça pour te faire des amis, genre? Je les comprenais pas. Je me disais, mais les types, ils peuvent pas juste passer un bon moment ensemble. Ils ont besoin de se sceller. Tu vois, ils ont besoin de se sceller par un truc. Mais moi, je me scelle par des problèmes. J'ai un problème et mon pote, il était là. Là, d'accord. Là, c'est mon pote, tu vois. Tu vois, que ça soit tout âge, tu vois. C'est fraternel. Je trouve que c'est fraternel de fou. Du défi, après, moi, j'ai pas de frères et sœurs, donc le côté fraternel et tout, ça me touche pas trop, tu vois, entre guillemets. Moi, je me mettrais en place quand j'aurai des gosses. Si j'ai un gosse, si j'ai un fils, je vais le bisuter de fou. Un citron dans la gueule. Je vais le bisuter. Je lui dirais, bon, mais fiston, voilà, maintenant t'as 7 ans, on va faire comme les Spartiates. Je vais t'amener avec une lance. Tu vas aller chasser dans la forêt et puis tu reviendras me voir dans 3 jours quand t'auras mangé. Je vais le bisuter de fou. Les tondures font des hommes forts. Exactement, les tondures font des hommes forts, les hommes forts font des temps simples, ouais, des temps faciles. Dans les prochaines tifades, je vais organiser un stage de survie. Ceux qui survivent peuvent venir. Ah, mais de fou. Avec grand plaisir. On va partir 48 heures dans la forêt, les gars, mais vous allez ramasser. Avec plaisir. Ah, là, ça. On va faire avec Pump, on va bientôt faire une semaine de survie en Amazonie, là, au mois de février. Début février, on va faire une semaine de survie en Amazonie. Wow. Alors, le mec qui prépare ça, je te garantis, il a autant de préparation de survie que toi et moi. Hein, parce qu'il est là, genre, écoute, je sais pas trop comment on va faire pour préparer ça. Je sais qu'il y a un village qui est au bord de l'Amazonie, là-bas, où il y a peut-être 3-4 gars qui sont chauds pour des sortes de guides, mais pas du tout avec des diplômes, etc. C'est juste des guides qui sont là-bas, 3-4 gars de guides dans le village. On va en trouver un, et puis on va partir avec lui pendant 5 jours dans l'Amazonie. Il m'a dit, soit tu choisis la survie simple, soit la hardcore. Évidemment, on va choisir la hardcore. Il m'a dit, il faut que tu ailles la hardcore, survie, hein, tu vois. Ah ouais, c'est ça qui est intéressant. Si tu veux manger, faut l'attraper, faut le cuire, faut le tuer. Hein. Donc on va faire ça là pendant 5-6 jours en Amazonie, là, ça va être incroyable. Ça va être fou, mais alors, j'ai jamais fait l'Amazonie, mais il y a des bébêtes sympas là-bas. Mais là-bas, il y a un délire assez marrant, c'est que si tu veux aller faire pipi dans l'Amazonie et que tu vas dans l'eau,
Surtout pas. Les caïmans. T'as surtout... Non, si des tu vas... serpents. Espèce de petits Voilà. poissons. Non, t'as des je petits sais poissons plus et comment petits ça vers. Voilà, c'est ça. Et si tu fais pipi, il faut que t'agites comme ça. Parce que si tu fais juste pipi comme ça rentre. Ça, ouais, voilà. C'est terrible. C'est À terrible. l'intérieur. Ça, entre, Et si tu terrible. l'agites pas comme ça, c'est terminé. Il rentre à l'intérieur et ça reste. Il y a des trucs. Et là, c'est sérieux. Hein. Eh ben, j'irai pas pisser, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, il y a ça, Ouais, si tu non. comptes les araignées, Non, on mais a bien parlé sûr. hier des araignées, des camels. Camelback, les araignées, Les araignées couteaux. Vous les avez araignées une peur, couteaux, vous d'ailleurs laisse tomber. Vous avez une peur d'insectes ou de bêtes ou de trucs comme ça? Vous avez une phobie? Est-ce que vous Non. avez une phobie, vous? Non, C'est parce pas de que la en peur, c'est que France, j'aime pas. En France, je trouve que... Enfin, moi, j'ai tout vu, même des mille pattes qui me sont montées dessus quand j'étais dans la campagne. Ça fait... Bon, les mille pattes, ils font un peu peur quand même. Mais en France, on a que des animaux Oui, bien gentils. sûr. Ils sont tous gentils. Bien J'ai sûr. jamais vu vraiment de trucs. Même les vipères, elles sont pas bien méchantes. Si tu te barres, elles vont même pas vite. Elles sont toutes petites. Il y a pas grand-chose à craindre. Mais dans les autres pays, j'imagine même pas. Tu vas en Australie, tous les animaux veulent te tuer là-bas. Ah là, mais Non, mais, l'Australie, c'est. Je Au crois que dernier c'est- podcast, on en parlait. J'ai dit, putain, mais c'est pas le pays où il y a le plus de bestioles meurtrières Ah non, là-bas. mais là, c'est que- dangereux. Ils je ont vais des pas pluies là-bas, d'araignées, moi. les machins. Ah oui, ils ont des pluies Tiens, alors, d'araignées. S'il y a une bestiole, C'est pour ça qu'ils pas que sont j'ai bien peur. payés. Ils j'aime sont payés pas- 2500 € pour être dans les Ah bah, champs. c'est clair, Il y a tu le Je crois que c'est prime des pourquoi. risques. Non, mais les machins, t'as des araignées comme ça qui pleuvent du ciel, mais c'est par milliers quoi. Aïe, aïe, Par dizaines de milliers. tu Plus de vois, migales. là, tu fais- Sympa. Non, Dans un c'est T'as film, mis là, ton c'est parapluie comment, anti-migale, toi, ou pas? Le parapluie tu anti-migale. dis, non, c'est pas possible. Mais à l'Amazonie, ouais, c'est sympa. Vous allez avoir un Bah, peu de l'Amazonie, serpent, vous allez avoir Ouais. un peu de croco. Alors je sais pas si c'est croco, Si, si, caïman il y a T'as les les là-bas. caïmans. il y a les t'as- crocos. Après, caïmans. c'est grand l'Amazonie. Hein. Ouais. Moustiques, hein, prenez les moustiques, Ah, les bah, gars. il faut. Ah, faut je- tout oh là là. pointy, bien sûr, c'est Ah, une aventure, mais ouais, c'est parce ça. que c'est Ouais, ça, C'est ça ça la l'aventure. vie. C'est Attention, le challenge. attention à pas se choper un palu aussi, parce que ça Non. peut. Moi, tu sais, j'ai un système j'ai- immunitaire de fou. Moi, Moi, je- Bon, alors si tu te fais piquer par un moustique à le palu, J'ai pas peur. j'ai des potes qui l'ont chopé malheureusement. J'ai pas peur, moi. c'est- Moi, ma mère l'avait quand elle était enceinte de moi Ah et ouais. je prenais de l'antipaludisme. Mmh. enfant. Waouh. Et mon père a continué de travailler avec le palu. Il prenait, donc t'inquiète Ah. pas, le palu. Oh la doxy, c'est pas mal. Bah, Ouais, t'as j- peut-être un truc Je sais pas, non. génétique où t'es chaud, quoi. Comme en Afrique, ils Non, ont non, mais- des facilités génétiques avec le palu. je pense pas que je suis Spider-Man et que ça y est, mais Nous, ça alors, fait pas nous, peur, et nous, puis, à de toute l'armée, façon, on c'est l'aventure. prend Ouais, des en médicaments. préventif, ouais, on prend ce qu'on appelle de la doxycycline. Oui, oui. Ouais, bah, bien c'est- sûr. C'est pas la doxy pour le coup, pour le La le moxicilline. palu. C'est c'est les autres, C'est Atovacone, Proganil. Je suis pas pharmacien. Voilà. je crois que c'était un truc comme ça. qui nous- qui Atovacone, nous filait, Proganil. C'était dégueulasse, Ouais. très clairement. Des fois, ça te filait le mal de bide, mais bon, il te disait ouais, bah, prends. Oui. Bon, je vais prendre. Bon, je pense qu'on va terminer Ouais, le podcast ça là-dessus, les gars. Là, on va aller boire un verre. C'était la fin Ouais. du podcast numéro 39. Je suis bien content qu'on soit ensemble aujourd'hui. Et puis je te dis à la prochaine. Prochain podcast, normalement, tu verras, c'est un podcast qu'on a tourné en live dans ce studio même. Je te conseille d'aller le voir tout de suite parce que tu vas kiffer sans doute les questions et les réactions. C'est quelque chose que tu vas aimer. Si tu as aimé les autres podcasts, tu vas aimer celui-là. Et je te dis à la prochaine et bisous, poto.